L'homme de Néandertal ne serait pas notre vrai grand-père. On le sent d'ailleurs à première vue. Mais un simple cousin germain, une fin de série, de la branche aînée issue de l'Australopithèque, dont les cadets, les seuls cadets, seraient nos véritables aïeux. C'est bien ce qu'on se dit à voir son crâne. Il n'est pas rassurant. C'est une tête qu'on a rencontrée dans les couloirs de la Gestapo. Mais il ne faut pas conclure trop vite. J'ai connu dans les Hautes-Alpes un facteur qui avait cette tête-là et qui vous abattait ses 60 kilomètres pour vous donner un mandat de 10 francs. C'était une nature héroïque. Quoi qu'il en soit, sommes-nous tellement sûrs d'être les enfants du singe? On dit partout depuis quelque temps que nous descendons du sélacanthe. C'est un monstre du fond des mers. On en a pêché un près de Madagascar. Il n'a qu'un œil. Il regardait l'homme de cet œil unique, sans un mot, mais d'un air de reproche. Il paraît que c'était saisissant. Je n'ai rien à dire, mais j'aimais bien l'orang-outan. Il se met tout droit au bout d'une allée de baobab, et dès qu'il voit l'explorateur, il se frappe sur les pectoraux, avec les pieds, à grands coups de poing. On dirait un jeune éléphant qui a trouvé un tambour de basque. Il en résulte une vibration profonde, une espèce de noir tonnerre, de mugissement comique qui répand la terreur. L'autruche se fourre la tête dans le sable, la fourmi rouge devient toute pâle, l'explorateur se cache derrière son domestique, le domestique rentre en lui-même et n'en sort plus. Avec un grand persiflateur, et pourquoi descendre du poisson? La chose effraie par une espèce d'invraisemblance. Encore, que j'ai dans la Haute-Loire un vieux cousin qui tient beaucoup du harançor. Séché par l'âge, doré par le soleil, mais réellement distingué, Pourra, qu'il connaît bien, le trouve plus près du lapin écorché, mais enfin, la chose se discute. La race du poisson également, les uns sont pour le poisson-chat, les autres pour le poisson-lune, mais plus généralement, on tient pour l'axolotl. C'est un bestiau qui ne rime à rien dans notre langue et qui ne se trouve nulle part, sauf dans les dictionnaires ou dans les grottes, du moins le dit-on. C'est une invention du Larousse, ou le rêve d'une flaque au fond d'un souterrain gluant. Je suis allé le voir au vivarium, entre le crapaud-buffle et la vipère cornue. Il baigne dans une eau verdâtre qui doit être mauvaise à boire, et il a l'air d'un salsifis avec des pattes en vermicelle, des espèces de barbes ou de cils en queue de poireau, rasés sans soin, trop épluchés, trop nus, blanc comme une rave, dans un sombre bocal, sans même une fourchette pour le prendre. Bref, un lugubre condiment, une triste et répugnante bestiole qu'on n'aime pas beaucoup comme grand-père. On ne parvient pas à éprouver un sentiment de famille sincère, quelque chose d'affectueux et de réellement jovial en face de ce funèbre légume. Même en se forçant, le frisson manque. Comment dirais-je? On n'entend pas la voix du sang. Il n'a pas l'air d'un vrai grand-père. Les vrais grands-pères se trouvent au coin du feu, dans un fauteuil de caractère folklorique. Et il termine dans le proverbe rare et dans la maxime édifiante, une existence utilement consacrée à déplacer les bornes du voisin pour empiéter sur son sillon et à le traîner en justice pour le faire condamner avec de faux témoins. Ils en ont pris un grand fond d'expérience, une barbe patriarcale et une juste autorité. Mais quel proverbe attendrait-on d'un salsifis mélancolique qui marine dans l'eau minérale pour des visiteurs de musée? Comment sortir de cette impasse? Les savants ont tellement cherché qu'ils en sont venus aux opinions les plus hardies. Une équipe de docteurs allemands a même risqué une hypothèse selon laquelle l'homme, disent-ils, descendrait de l'homme, c'est trop facile, voire, ajoutent-ils, de la femme qui est exactement son contraire. Ils auraient réuni les preuves en s'appuyant sur la physiologie. Tout ça parce qu'on a découvert les os du premier homme la dernière fois dans la Corrèze, à La Chapelle-aux-Saints, et que ces os ont paru si anciens que certains savants pensent même qu'il s'agit de ceux de son père. Telles sont les inventions d'une science découragée. Mais les dernières nouvelles sont plus réconfortantes. Des manuscrits du Moyen-Âge mentionnent déjà son existence, sur des images à fond doré. Ils le représentent chassant le loup, le canard ou même la sarcelle, en culotte rouge et un petit chapeau vert décoré d'une plume de poulet. Ou alors entouré de licornes, et aussi mangé par des lions, ou pliant le genou devant une dame,
ou attaquant des châteaux forts sur des lacs suisses, avec une petite culotte bouffante, des manches gigots, des piques très compliquées, des pertuisanes dont le fer a l'air d'une lettre arabe, des canons, des boulets en pierre, sur des radeaux que des assiégés repoussent du pied en brandissant des couteaux de cuisine. Et d'autres fois, on le voit assis sous un ombrage avec un paon blanc à ses pieds, ou résistant aux tentations. Il est dans une petite cabane, avec un toit de roseau, tout chauve, tout barbu. Son poil est même si long qu'il se marche sur la barbe, et il résiste aux tentations. Il se nourrit de sauterelles très maigres et de poussière fine. Un corbeau lui apporte du pain, mais pas beaucoup, disons tous les 8 jours, une petite baguette de 700 grammes. Du pain rassis qui fait peur aux démons, c'est par là qu'il les décourage. Et d'autres fois, on le voit brûler par Philippe le Bel sur des bûchers dressés au fil à plomb d'une géométrie scrupuleuse. On voit par là combien l'homme existait déjà bien avant la guerre de 70. On le retrouve même au temps de l'Égypte ancienne. Il avait alors une tête d'oiseau, de bœuf, de vache, avec une lune entre les cornes, d'épervier et même de mouette, et le bec très long, très fin et légèrement courbé. Des bas-reliefs en font foi sur les temples, mais ce serait peu. Des savants allemands, en grattant le sol dans des déserts d'Asie mineure, ont découvert au clair de lune des murs de briques d'une majesté impressionnante, couverts des écritures les plus cunéiformes que les philologues les plus chevelus ne parviennent même pas à déchiffrer par les méthodes les plus modernes, et où il n'est question que de l'homme. Ce sont des témoignages qui remontent à une époque où il n'y avait sur terre que des glaciers. C'est dire combien l'homme est ancien. Peut-être même n'est-ce qu'un vestige. Des essayistes disent qu'il fut d'abord théologique, au XIIIe siècle. Il était tout entier dans l'âme. Puis raisonnable au XVIIe, et tout entier dans le cerveau. Sensible au XVIIIe, et tout entier dans le cœur. Instinctif par la suite, tout entier dans la peau. Et au XXe siècle, réfugié dans ses caves, se cherchant dans ses ténèbres, à la lumière du soupirail du docteur Freud, dans le subconscient. Puis s'en échappant comme un rat, pour ne plus s'expliquer que par ses environs, n'ayant d'autre vie que celle des choses extérieures, l'homme est devenu environnaire, il a été remplacé par un trou. Quoi qu'il en soit, l'homme est vraiment zoologique. Et il n'y a qu'à voir ses cheveux jaunâtres, ses yeux fidèles, son poil frisé. Il ressemble à un chien de berger, ou alors à certains grands singes, au bouc syrien de profil, au tigre du Bengale, au hibou et fréquemment au gypaète barbu. Voilà, en fait, l'homme est zoologique. Il naît, il meurt, il se reproduit, comme la baleine et le surmulot. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Il se reproduit même trop. Il n'y a plus moyen de trouver de place à la coupole, qui est pourtant immense et qui fut un lieu agréable et historique. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le restaurant a envahi le café. On ne peut plus prendre un demi assis sur une banquette. Comment parler sur une chaise vacillante dans le va-et-vient qui bouscule les sièges et la pensée? Pour bien parler, pour réfléchir, pour être heureux, il faut une grande place pour les coudes et pour le derrière. Autrement dit, pour l'âme. Pour la méditation, pour la spéculation, pour la stabilité du corps et de la pensée. On ne médite pas sur une chaise canée. On se gaufre la peau à son contact, c'est tout le résultat qu'on en tire. Rien n'est plus ridicule, vu de dos, qu'un monsieur nu qui quitte une chaise canée. On voit par là que l'homme se reproduit beaucoup trop. Il lui manque l'instinct du lemming, qui se jette une fois par an dans l'océan Arctique, et qui s'y noie par troupeau entier. Ou alors, il lui manque ce fameux joueur de flûte qui emmenait les rats se jeter dans le Rhin, si on en croit la légende allemande. Et quand ce n'était pas les rats, c'étaient tous les jeunes gens de la ville, si on avait oublié de le payer. C'est ainsi qu'on aurait de la place à la coupole. Un flûtiste passerait, un accordéoniste, à la rigueur un joueur de biniou, et toute la clientèle en trop, les enfants, les personnes âgées, les infirmes, les mauvais voisins, le suivraient jusqu'au pont de Bercy où il les noierait dans la Seine. Il y aurait enfin des terrasses libres et la joie renaîtrait sur les Champs-Élysées. Au lieu de cela, l'homme dégénère.
Devenu de plus en plus petit, il ne peut plus se prendre au sérieux. En revanche, il faut prendre au sérieux ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qui compte vraiment, ce qui est plus grand que l'homme. L'autobus, par exemple. Il en contient bien 100, sans compter les places de plateforme. Bref, l'autobus est nettement plus grand que l'homme. Aussi, l'homme lui doit-il une sorte de respect. Le respect de ce qui est petit pour ce qui est très grand. Il doit l'honorer au passage. C'est d'ailleurs bien ce qu'il fait. Groupé sous le lampadaire du AR ou du 46, un peu soucieux, le sourcil froncé, un peu sévère, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, comme s'il avait besoin de faire pipi, tantôt tourné comme vers l'espoir du côté d'où doit venir le bus, tantôt découragé du côté d'où ne vient rien, avec un air de lassitude et même d'indifférence, et parfois de défi, parfois même de désinvolture, comme si ça lui était bien égal. N'en croyez rien. C'est pour se donner des airs. Surprenez-le 2 secondes après, le dos voûté, la tête basse, la serviette sous le bras droit, le genou mou. On sent qu'il se sent peu de choses en face du bus. Avec l'autobus, adieu la forfanterie, surtout en juillet, à midi, sur le bord d'un trottoir en asphalte qui fond un peu sous le pied. Quand le soleil tombe d'aplomb et que la teinture de la moustache coule en rigole sur le menton, quand la chaleur, au lieu de descendre, monte en passant sous le pantalon. C'est alors que l'homme prend sa mesure et la trouve extrêmement chétive. Résumons-nous. En face de l'autobus, l'homme comprend qu'il est peu et souffre de son albumine orthostatique, aussi respecte-t-il l'autobus, comme la belote ou la manille. Y a qu'à voir les joueurs à la fin de la partie. Et tu aurais dû mettre ton manillon. Et pourquoi as-tu joué cœur? Pourquoi as-tu joué trèfle? On sent qu'il y a des choses sérieuses, mais de plus en plus l'homme respecte de moins en moins. Il ne joue plus à ces choses qui étaient plus grandes que lui. Il joue à l'appareil à sous, qui ne réclame que peu de dépenses intellectuelles. Il le secoue, il le brutalise, il lui donne des coups de pied dans le ventre, des renfoncements dans l'estomac. Autrefois, il aimait le grandiose. Il faisait élargir le corso pour y organiser des courses de buffles et de vieillards. Parce qu'il comprenait ce qu'il y a de plus beau et presque de plus grand que nature chez le buffle et chez le vieillard, par conséquent ce qu'il y a de plus grand encore dans des courses qui les opposent. Il était capable d'enthousiasme, il cultivait la dimension épique, c'était un homme des anciens temps. Maintenant, il se satisfait de la course des prix et salaires. Des petits salaires, tout maigrillots, avec des mollets d'oiseaux-mouches dont on ne donnerait pas 4 sous, et qui veulent rattraper les prix des grands, gros, tout bouffis, des espèces de géants flamands, des mottes de beurre monumentales lourdes d'une inertie lactée, avec des gros ventres, des grosses cuisses et un air idiot. C'est ce qui trompe l'adversaire, car ils sont malins comme des singes. Il faut les voir au premier tournant. Dès qu'il y en a un qui se détache, tout le peloton part en flèche derrière lui et en avant, la poussière vole. Les petits salaires trottent comme des rats, les autres leur disent de ne pas se presser. C'est l'augmentation saisonnière. Si les petits ont le malheur de les croire, jamais ils ne peuvent les rattraper. Car on n'a jamais vu un prix ralentir sa course athlétique pour des diminutions saisonnières. Ils ont des jarrets comme des bielles, on dirait des locomotives. Il n'y a rien de plus majestueux que de voir un grand, gros prix bien lourd, quand il avance sur sa foulée, poursuivi par un petit salaire, on dirait un taureau poursuivi par un rat. Mais quelle que soit la taille des prix, le salaire est tellement plus petit que l'homme qu'il ne voit rien là à respecter. Pas même le hasard, le destin, le risque, disons l'aventure. Il sait d'avance comment ça finira. Ces compétitions de la matière se passent à un niveau qui ne lui demande aucun respect. Ça n'est pas comme avec l'autobus ou la belote ou la manille qui ont une autorité qui transcende la raison. C'est ce qu'on appelle la dimension métaphysique. On ne peut prendre au sérieux que ce qu'on sent plus grand que soi.
Et quoi de plus grand que les montagnes? Elles ont beaucoup d'autorité. Ne représentent-elles pas un phénomène orographique, que dis-je, le phénomène orographique lui-même? C'est ce qui leur donne tant de majesté. Il n'est rien de plus orographique que les pics et les chaînes de montagnes. Ils naissent du ratatinement de la terre qui se ride, se fronce, se casse, se fend, ce qui provoque des plissements hercyniens, du calcaire coquillé, des écluses, des trous, des bosses, du lias, du gneiss, du micaschiste, des synclinaux, des anticlinaux et encore. Il ne s'agit là que du b.a.-ba de ces contorsions géologiques. Prions Dieu de ne jamais voir ça, surtout quand il y a des volcans. Les brontosaures et les iguanodons grillent comme des allumettes dans la fougère géante et la forêt préhistorique, la terre s'ouvre et engloutit le tout. C'est ce qui donne naissance à la houille, à la gaillette et au boulet flambant, sans compter la tête de moineau. Les principales montagnes sont le mont Martre, le mont Blanc, les Pyrénées, la montagne sans nom, les Buttes Chaumont et le pic de Fortunio. La plus importante est le mont Blanc. Le mont Martre est à peine une montagne. C'est une superstition locale. Le mont Blanc, au contraire, forme une masse matérielle célèbre devant laquelle on se sent écrasé. L'Edelweiss croît sur ses glaciers, l'alpiniste sue sur ses pentes, c'est un accessoire shakespearien. Il est si haut que nul déluge ne peut l'engloutir complètement. C'est pourquoi les prophètes y donnent leur rendez-vous quand ils prévoient la fin du monde par le déluge. Ce fut le cas en 1960. M. Stocker y convoqua les hommes. La fin du monde devait se passer le 16 juillet à 14h15 d'après des informations sûres. Le billet coûtait 50 000 marks. Le déluge devait tout engloutir jusqu'à 4 607 mètres. Le rendez-vous était à 4 803. Il vint des gens de partout. Il en vint d'Italie, avec des canots pneumatiques. Ils les portaient en bandoulière, c'étaient des ouvriers de Turin. Ils arrivaient munis de permission de fin du monde. Des paysans avaient vendu leurs fermes. L'angoisse était très grande. L'orage fut effrayant. 14h10, 14h15, 14h16. À 14h17, il ne s'était rien passé. À 14h30, l'inquiétude devint à peu près générale. À 18h, ce fut le découragement. À 20h, tout le monde protesta. À 20h15, il n'y avait plus personne. Les ouvriers de Turin s'en retournèrent à pied sec. Le prophète, cruellement déçu, fixa la fin du monde à une date ultérieure. Cette histoire prouve l'importance du Mont Blanc. Il permet de survivre au déluge et de braver la fin des temps. C'est ainsi que l'homme a domestiqué le globe. Il a contraint les monts les plus altiers à assurer sa survie matérielle. Les philosophes en ont conclu qu'il était le roi des mammifères. Il change à Italie et descend à Saint-Jacques.